Elisabeth, vous gardez la parole, peut-être que vous allez nous parler de la terrible répression en Tunisie en pleine campagne présidentielle. Au moins 8 candidats potentiels au scrutin ont été poursuivis, condamnés, emprisonnés par les autorités. Alors oui, on va retourner dans les régimes autoritaires en Afrique, cette fois-ci bien sûr au Maghreb. Il faut se rappeler peut-être un peu le contexte. Dans les années qui ont suivi le printemps arabe, la Tunisie était plutôt célébrée comme une sorte de phare d'espoir dans la région, un soulèvement populaire qui pourrait conduire à une transition démocratique. Mais on voit aujourd'hui que la Tunisie est en péril, cet espoir est clairement en péril. On est confronté à un retour inquiétant, comme vous mentionnez, à l'autoritarisme sur la direction du président actuel, Kais Saied. Donc, cette modèle d'un éventuel progrès démocratique est marqué par une répression politique. D'abord, l'élimination de l'opposition, des signes alarmants de xénophobie, de racisme très profonde, de l'antisémitisme, alors qu'il renforce aujourd'hui son emprise sur le pouvoir en provision des prochaines élections qui vont avoir lieu au mois d'octobre. Il faut se rappeler, c'est un ancien professeur de droit, élu en 2019, sur un programme à la base de lutte contre la corruption et des promesse de restaurer la dignité du peuple tunisien. Au départ, vu un peu comme un outsider, beaucoup pensaient qu'il pourrait nettoyer la corruption notamment et éventuellement les inefficacités du régime qui étaient plutôt bien ancrées. Ce qu'on voit plutôt, petit à petit, est devenu une vision de la Tunisie loin d'être démocratique. En juillet 2021, il va invoquer les pouvoirs d'urgence, il va limoger le Premier ministre, suspendre le Parlement, prendre contrôle de l'exécutif. À l'époque, une mesure qu'il avait justifiée comme étant nécessaire pour sauver l'État. Depuis, il a non seulement consolidé le pouvoir, mais il a également exploité beaucoup de préjugés profondément ancrés dans la société tunisienne pour renforcer son régime. Il a pris pour cible notamment les communautés marginalisées de Tunisie, en alimentant le racisme, l'antisémitisme, utilisant ça comme outil d'oppression. Il a fait des déclarations incendiaires, on se rappelle un peu, qui ont incité à une violence contre les migrants d'Afrique subsaharienne, les accusant à tort de faire partie d'un complot visant à modifier la composition démographique de la Tunisie. Ça a vraiment conduit à une recrudescence de violences racistes, une discrimination contre tous les Tunisiens noirs, des migrants africains, qui ont commencé les divisions sociales. En outre, il a aussi fait écho à des troupes antisémites, donc des implications dangereuses dans une région où il y a quand même une minorité juive importante. On se rappelle quand même qu'il a viré René El Trablissi, qui était le ministre du Tourisme en 2020. En somme, il désigne les minorités comme bouc émissaire, promouvant des récits qui vont plus ou moins essayer de détourner l'attention des crises internes, économiques et politiques, des échecs qui ont émaillé son mandat. Cette stratégie qui sème la division, qui sert à détourner l'attention et clairement va dans le sens de l'érosion des droits démocratiques. Alors aujourd'hui, il s'efforce d'éliminer, comme vous avez dit, ses opposants politiques. On le voit que c'est intensifié. Les activistes, les journalistes, les membres de l'opposition ont fait l'objet d'intimidation, d'arrestation, du harcèlement juridique. On a vu par exemple dernièrement l'arrestation de l'ancien membre du Parlement, Saifi Saïd. Human Rights Watch, qui est une des plus grandes ONG sur ces questions, a déclaré, comme vous avez dit, qu'au moins 8 candidats potentiels ont été poursuivis, condamnés ou emprisonnés. Seuls 2 candidats aujourd'hui sont autorisés à se présenter pour l'instant, Zouhair Magzaoui du PAN arabe de gauche et Aïchi Zamel du parti du chef libéral. Cette répression systématique a éliminé toute opposition significative, laissant les prochaines élections à l'état de simple formalité, donc un simple façade démocratie. C'est pas passé inaperçu au niveau international, bien sûr, la réaction était plutôt discrète néanmoins. Cependant, les implications sont profondes, non seulement pour la Tunisie, mais pour la région. La rêve du monde arabe démocratique, né en Tunisie, quand même, il y a plus de 10 ans, risque aujourd'hui de s'éteindre. Si la Tunisie, avec une société civile forte et son histoire d'activisme politique peut retomber dans l'autocratie, qu'en est-il des perspectives de démocratie ailleurs ? Vincent, est-ce que la démocratie est déjà la grande perdante de la présidentielle ?
Oui, et depuis d'ailleurs plusieurs années, Elisabeth a parfaitement raison de rappeler que ce personnage est un juriste de formation et qu'il s'échine depuis son accession au pouvoir à piétiner les normes du droit le plus élémentaire. Encore une fois, un paradoxe de la soirée. J'ajoute aussi que le constat est implacable et il est incontestable. C'est un pays que je suis avec beaucoup d'attention et je suis épouvanté à l'idée que justement ce que cette société civile pouvait porter comme espérance. Souvenez-vous que la révolution de Jasmin était considérée comme la seule réussite relative de ces fameux printemps arabes amplement fantasmés. Puis toute dernière remarque, je perçois à Paris un très profond embarras. On a quand même tendance à ménager beaucoup ses partenaires du Maghreb pour des raisons différentes, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, même si sur le Maroc il y a un choix radical qui a été fait par Emmanuel Macron voilà quelques semaines. Mais j'aimerais que la parole de la France, qui invoque très volontiers ses principes historiques, soit un peu plus ferme pour dénoncer cette dérive presque romanesque dans son obscénité.